Pourquoi? Tu ne peux pas oublier cette personne. La réponse de Carl Jung. Il y a une personne dans ta vie que tu n'arrives pas à oublier. Tu le sais déjà. Tu n'as même pas besoin de fermer les yeux pour la voir. Elle est là, quelque part entre tes pensées du matin et le silence qui précède le sommeil. Elle est dans la chanson que tu évites d'écouter, dans l'odeur d'un parfum croisé par hasard dans la rue, dans ce coin précis d'un café que tu évites désormais, parce que tu sais ce que ça fait d'y entrer. Peut-être que des mois ont passé, peut-être des années, peut-être que tu as essayé, vraiment essayé. Tu as supprimé ces photos, tu as effacé ces messages, tu as évité les endroits qui vous appartenaient. Tu as rencontré d'autres personnes, tu t'es dit que c'était fini, que tu avançais, que tu allais mieux. Et puis un soir ordinaire, une pensée surgit, et tout revient, d'un coup, intact, comme si rien n'avait cicatrisé. Et tu te demandes, pourquoi? Pourquoi elle? Pourquoi lui? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à tourner la page? Tu t'es peut-être dit que tu étais faible, que tu t'accrochais, que tu avais un problème, que les autres, eux, savaient ne passer à autre chose. Mais et si ce n'était pas une faiblesse? Et si l'oubli était impossible non pas parce que tu es brisé, mais parce que quelque chose de profond, quelque chose que tu ne comprends pas encore, refuse de lâcher cette personne? Et si l'incapacité à oublier était en réalité un message? C'est exactement ce que Carl Gustav Jung, l'un des plus grands esprits de la psychologie moderne, a passé sa vie à explorer. Et sa réponse va probablement te surprendre. Parce que pour Jung, ce n'est pas la personne que tu n'arrives pas à oublier. C'est quelque chose en toi. Partie I. L'âme est son miroir. Ce que tu vois en l'autre. Pour comprendre Jung, il faut commencer par un concept central dans toute son œuvre. L'inconscient. Mais pas l'inconscient tel qu'on l'imagine. Une sorte de cave sombre où l'on entasse des mauvais souvenirs. Pour Jung, l'inconscient est vivant. Il pense, il désire, il parle, à travers les rêves, les émotions, les répétitions inexpliquées dans nos vies. Et voilà ce que Jung a découvert. Quand une personne nous fascine, nous obsède, nous hante, c'est rarement à cause d'elle seule. C'est parce qu'elle porte en elle quelque chose que nous portons, mais que nous n'avons pas encore reconnu, accepté ou intégré. Jung appelait cela la projection. La projection, c'est ce moment où l'on prend une partie de soi-même, une qualité, une blessure, un désir, une peur, et on la projette sur quelqu'un d'autre, comme un projecteur de cinéma envoie une image sur un écran. L'écran ne crée pas le film, il ne fait que le rendre visible. Cette personne que tu n'oublies pas, elle a été ton écran. Elle a rendu visible quelque chose en toi. Peut-être que tu aimais en elle une liberté que tu n'autorisais pas à toi-même, une passion que tu avais étouffée, une façon d'être dans le monde qui te semblait inaccessible. Ou peut-être qu'elle représentait une blessure ancienne, une douleur familière qui, malgré sa douleur, avait quelque chose de confortable, parce que nous retournons toujours vers ce que nous connaissons, même si ça nous fait du mal. Jung le formulait ainsi, « Nous tombons amoureux non pas d'une personne réelle, mais d'une image intérieure. » Et quand quelqu'un dans notre vie correspond, même partiellement, même imparfaitement, à cette image intérieure, quelque chose en nous se réveille avec une intensité que rien d'autre ne peut reproduire. C'est pour ça que certaines rencontres semblent avoir une qualité presque surnaturelle. Un sentiment de déjà-vu. La certitude que cette personne était attendue. Comme si on se retrouvait plutôt qu'on se rencontrait. Et c'est exactement pour ça qu'on n'arrive pas à l'oublier. Parce que oublier cette personne, ce serait oublier la partie de soi qu'elle a éveillée. Partie 2. L'anima et l'animus, la figure intérieure. Jung est allé encore plus loin. Il a développé deux concepts qui, aujourd'hui encore, restent parmi les plus puissants pour comprendre nos attachements, l'anima et l'animus. L'anima, c'est la figure féminine inconsciente, présente dans la psyché de l'homme. L'animus, c'est la figure masculine inconsciente dans la psyché de la femme. Ces figures ne sont pas des clichés de genre. Jung était bien plus subtil que ça. L'anima et l'animus représentent la dimension autre en nous.
tout ce que nous n'avons pas développé consciemment, tout ce que la culture, la famille, l'éducation nous a appris à réprimer ou à ignorer. Prenons un exemple concret. Un homme qui a grandi dans un environnement où montrer ses émotions était perçu comme une faiblesse, va développer une personnalité rationnelle, contrôlée, efficace. Mais cette dimension émotionnelle n'a pas disparu. Elle est simplement descendue dans l'inconscient. Et elle y a pris une forme, une figure féminine intérieure, à la fois douce et intense, à la fois vulnérable et puissante. C'est son anima. Et un jour, il rencontre une femme qui incarne, même partiellement, les qualités de cette figure intérieure. Et là, c'est l'éblouissement. L'attraction qu'il ressent n'est pas seulement pour cette femme, c'est pour la partie de lui-même qu'elle représente, pour tout ce qu'il n'a jamais autorisé à exister en lui. Jung disait « On ne tombe pas amoureux de quelqu'un, on tombe amoureux de sa propre âme, telle qu'elle se reflète dans l'autre. » Et voilà toute la tragédie et la beauté de ces amours impossibles à oublier. Elles nous touchent si profondément parce qu'elles ne parlent pas seulement de l'autre. Elles parlent de nous, de nos profondeurs, de nos manques, de notre totalité inaccomplie. Quand cette personne part, ou quand la relation se termine, nous n'avons pas seulement perdu quelqu'un. Nous avons perdu l'accès à une partie de nous-mêmes. Et c'est cette perte-là qui est insupportable. C'est cette perte-là qui explique pourquoi certains deuils amoureux semblent impossibles à traverser. Partie 3. L'ombre et l'attraction interdite. Il y a un autre concept jungien que tu dois connaître si tu veux vraiment comprendre pourquoi certaines personnes sont impossibles à oublier. L'ombre. L'ombre, c'est tout ce que nous avons rejeté de nous-mêmes. Tout ce que nous jugeons inacceptable, honteux, inadmissible. Les désirs que nous n'osons pas avoir, les peurs que nous n'admettons pas, les aspects de notre personnalité que nous avons appris à cacher, aux autres, mais surtout à nous-mêmes. L'ombre n'est pas mauvaise en elle-même. Elle est simplement la partie de nous que nous n'avons pas encore regardée en face. Et voilà ce qui est fascinant. Nous sommes souvent attirés par des personnes qui incarnent notre ombre. Des personnes qui font ce que nous n'osons pas faire, qui disent ce que nous n'osons pas dire, qui vivent d'une façon que nous avons appris à condamner, mais qui nous fascinent secrètement, profondément, irrésistiblement. Tu connais cette attraction pour quelqu'un qui ne te convient pas du tout? Quelqu'un dont tu sais, rationnellement, que cette relation ne peut pas fonctionner, mais vers qui tu reviens encore et encore, comme aimanté. Ce n'est pas de la folie. Ce n'est pas une erreur de jugement. C'est ton ombre qui parle. Cette personne porte quelque chose que tu as interdit en toi. Et cette attraction, aussi douloureuse soit-elle, est une invitation. Une invitation à regarder cette partie de toi que tu as bannie. Jung était clair là-dessus. Ce que nous n'intégrons pas consciemment, nous le vivons de l'extérieur comme un destin. Autrement dit, si tu refuses d'explorer ton ombre, la vie va te faire rencontrer encore et encore des personnes qui la portent à ta place. Tu vas répéter les mêmes schémas, les mêmes types de relations, les mêmes douleurs, jusqu'à ce que tu comprennes le message. Et le message n'est jamais dans l'autre. Le message est toujours en toi. Partie 4. La synchronicité. Pourquoi cette personne? Pourquoi maintenant? Il y a des rencontres qui semblent défier la logique. Des coïncidences trop précises pour être vraiment des coïncidences. Des moments où deux vies se croisent au moment exact où elles devaient se croiser. Ni trop tôt, ni trop tard. Jung avait un nom pour ça, la synchronicité. La synchronicité, c'est la coïncidence signifiante. Ce n'est pas de la magie ni de la superstition. C'est l'observation que parfois des événements extérieurs semblent répondre à des états intérieurs avec une précision déconcertante. Comme si l'univers intérieur et l'univers extérieur parlaient le même langage, au même moment. Quand tu rencontres quelqu'un qui te bouleverse, qui entre dans ta vie comme s'il avait toujours été là, ou qui disparaît au moment précis où tu commençais à baisser ta garde, Jung dirait que ce n'est peut-être pas un hasard.
Cette personne est peut-être apparue parce que quelque chose en toi était prêt pour cette rencontre. Prêt pour ce qu'elle allait révéler. Prêt pour la transformation qu'elle allait déclencher. Cela ne veut pas dire que la douleur est justifiée ou que chaque relation difficile a un sens mystérieux. Cela veut dire que notre psyché a une intelligence propre. Qu'elle attire vers nous des expériences qui correspondent à notre niveau de développement, à nos blessures non guéries, à nos questions non résolues, à notre potentiel non encore actualisé. Cette personne que tu n'arrives pas à oublier, peut-être est-elle arrivée au moment précis où une partie de toi était prête à changer. Et peut-être que l'oublier serait trahir cette transformation qui a commencé avec elle. Partie fin. Le complexe. Quand le passé gouverne le présent. Pour aller encore plus loin dans la compréhension jungienne de l'attachement, il faut parler des complexes. Dans le langage populaire, avoir un complexe signifie être gêné par quelque chose, son physique, son statut. Mais pour Jung, le complexe est quelque chose de bien plus précis et de bien plus puissant. C'est un nœud émotionnel inconscient, formé autour d'une expérience fondatrice, souvent vécue dans l'enfance et qui continue d'agir dans notre vie adulte à notre insu. Un complexe peut se former autour d'une expérience d'abandon, autour d'une blessure de rejet, autour d'un amour conditionnel, ce parent qui n'aimait que lorsqu'on performait, qu'on obéissait, qu'on souriait. Ces expériences laissent des traces dans l'inconscient, et ces traces cherchent à se reproduire. Non par masochisme, mais parce que l'inconscient cherche toujours la résolution, la guérison, la compréhension de ce qui n'a pas encore été compris. Et voilà le nœud du problème. Tu n'arrives peut-être pas à oublier cette personne parce qu'elle a activé un complexe ancien. Elle a rejoué, dans ta vie adulte, un scénario que tu connais depuis l'enfance. La façon dont elle t'a regardé, ou cessé de te regarder. La façon dont elle était là, puis absente. La façon dont tu t'es senti suffisant, puis insuffisant. Tout cela résonne avec quelque chose de bien plus vieux que cette relation. Ce n'est pas elle que tu n'arrives pas à oublier. C'est la blessure ancienne qu'elle a réveillée. Et cette blessure, elle existait avant elle. Elle existera après elle, si tu ne la regardes pas en face. Jung disait que ce que nous ne rendons pas conscient se manifeste dans notre vie comme destin. Le complexe non résolu va continuer à attirer les mêmes types de personnes, à créer les mêmes types de douleurs, jusqu'à ce qu'il soit enfin regardé, nommé et intégré. Partie 6. L'individuation. La vraie raison pour laquelle tu ne peux pas oublier. Nous arrivons maintenant au concept central de toute la pensée jungienne. L'individuation. L'individuation, c'est le processus par lequel un être humain devient lui-même. Vraiment lui-même. Pas le moi que la famille a façonné. Pas le moi que la société a approuvé. Pas le masque que nous portons pour être aimé, accepté, reconnu. Mais le soi authentique, total, intégré, celui qui inclut les lumières et les ombres, les forces et les vulnérabilités, tout ce que nous sommes réellement. Ce processus, Jung le considérait comme la tâche fondamentale de toute existence humaine. Et il disait quelque chose d'extraordinaire. Les grandes souffrances, les grandes pertes, les grandes amours impossibles, elles ne sont pas des accidents sur le chemin de l'individuation. Elles sont le chemin. Cette personne que tu n'arrives pas à oublier, elle n'est peut-être pas dans ta vie pour te rendre heureux. Elle est peut-être dans ta vie pour te rendre entier. Voilà la question que Jung t'invite à te poser. Qu'est-ce que cette relation, cette douleur, cette obsession, cette impossibilité d'oublier révèle en toi? Quelle partie de toi cette personne a-t-elle éveillée? Quelle partie de toi sa perte t'a-t-elle forcé à développer? Parce que souvent, quand quelqu'un que nous aimons profondément nous quitte, quelque chose en nous est forcé de grandir. Là où nous dépendions de cette personne pour nous sentir vivants, nous sommes contraints d'apprendre à nous sentir vivants par nous-mêmes. Là où nous attendions d'elle qu'elle comble notre vide, nous sommes forcés d'apprendre à vivre avec ce vide, et éventuellement de le remplir autrement,
C'est douloureux, c'est terrifiant, mais c'est de l'individuation en action. Individuation en partie 7. Les rêves et les messages cachés. Jung accordait une importance extraordinaire aux rêves. Pour lui, les rêves ne sont pas des productions aléatoires du cerveau pendant le sommeil. Ce sont des messages de l'inconscient, des tentatives de l'âme profonde de nous dire ce que la conscience refuse de voir. Et voilà quelque chose que presque tout le monde a vécu. Cette personne que tu n'arrives pas à oublier dans ta vie éveillée, tu la rêves. Encore et encore, selon des scénarios qui changent, mais dont le thème reste le même. Elle est là, dans tes rêves, et quand tu te réveilles, la douleur revient comme une vague. Pour Jung, ce n'est pas une torture, c'est une communication. Quand une personne revient dans nos rêves avec une telle insistance, l'inconscient essaie de nous dire quelque chose. Peut-être que nous n'avons pas encore compris ce que cette relation nous a appris. Peut-être qu'il reste quelque chose à résoudre, non pas avec cette personne, mais en nous. Peut-être que l'inconscient tente d'intégrer une expérience qui n'a pas encore été pleinement digérée. Jung aurait posé ces questions. Dans tes rêves, comment est-elle? Que fait-elle? Comment te sens-tu face à elle? Est-elle douce ou cruelle? Te fuit-elle ou te cherche-t-elle? Êtes-vous réconciliés ou séparés à jamais? Chaque détail du rêve est une information sur ton état intérieur. Cette personne dans le rêve n'est pas vraiment elle. C'est une figure symbolique créée par ton inconscient pour représenter quelque chose, une blessure, un désir, une peur, une aspiration. Et en comprenant ce qu'elle représente, tu commences à comprendre ce dont tu as besoin. Ce n'est pas pour rien que Jung disait « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras ça le destin. » Partie 8. Le deuil amoureux, selon Jung, ce que personne ne t'a dit. Le deuil amoureux est l'une des expériences les plus universellement douloureuses de l'existence humaine. Et pourtant, notre culture le traite comme une maladie à guérir le plus vite possible. On te dit de passer à autre chose, de ne pas rester coincé, d'aller de l'avant. Jung aurait été profondément en désaccord avec cette approche. Pour lui, la douleur du deuil amoureux n'est pas un obstacle à surmonter, c'est un processus à traverser. Et ce processus a une intelligence propre, il est là pour quelque chose. La douleur que tu ressens quand tu penses à cette personne, cette douleur qui ne part pas, qui revient même quand tu croyais qu'elle s'était atténuée, cette douleur est le signe que quelque chose de réel a eu lieu, que quelque chose de profond a été touché. Et que ce quelque chose mérite d'être honoré, pas étouffé. Jung parlait de ce qu'il appelait la nécessité psychologique du deuil. Le deuil, ce n'est pas seulement pleurer quelqu'un, c'est faire le deuil de qui on était avec cette personne. C'est laisser mourir une certaine version de soi, celle qui existait dans le contexte de cette relation. Et cette mort-là est réelle. Elle mérite du temps, de l'espace, du respect. Quand tu essaies d'oublier trop vite, quand tu t'occupes frénétiquement pour ne pas ressentir, quand tu te jettes dans une nouvelle relation avant d'avoir traversé le deuil de l'ancienne, tu ne guéris pas. Tu enterres vivant ce qui a besoin de mourir pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Et ce quelque chose de vivant encore enterré va continuer à agir dans l'obscurité. Il va saboter tes nouvelles relations. Il va refaire surface au moment le moins attendu. Il va te faire revivre les mêmes schémas encore et encore, jusqu'à ce que tu acceptes enfin de t'arrêter, de ressentir et de traverser. Partie 9. Le transfert et l'amour qui dépasse la raison. Il y a des amours qui ne font aucun sens rationnel. Tu sais que cette personne n'est pas bonne pour toi. Tu sais que la relation est toxique ou impossible ou terminée. Et pourtant, rien n'y fait. La raison ne parvient pas à atteindre ce niveau de l'âme où l'attachement s'est formé. Jung avait un mot pour décrire ce phénomène, le transfert. Le transfert, dans son sens le plus large, c'est le processus par lequel nous déposons sur quelqu'un des attentes, des émotions,
des significations qui appartiennent en réalité à quelqu'un ou quelque chose d'autre, souvent une figure parentale, souvent quelqu'un de notre passé lointain. Et voilà l'aspect le plus bouleversant de cette réalité. L'amour que nous portons pour certaines personnes n'est pas entièrement pour elles. Une partie de cet amour appartient à l'enfant en nous qui a cherché, très tôt, un amour inconditionnel et ne l'a pas toujours trouvé. Une partie de cet amour appartient à la blessure qui cherche encore, des décennies plus tard, à être guérie. Ce n'est pas une critique de la sincérité de cet amour. Cet amour est réel. Il est intense, il est profond, mais il porte en lui des couches qui dépassent la relation actuelle. Comprendre le transfert, ce n'est pas réduire l'amour à une pathologie. C'est lui rendre sa complexité. C'est reconnaître que nous ne tombons jamais amoureux dans le vide. Nous tombons amoureux avec toute notre histoire, toutes nos blessures, tout notre désir inassouvi d'être pleinement vu, pleinement aimé, pleinement accueilli. Et quand une personne nous donne, ne serait-ce qu'un instant, la sensation d'être vu, aimé, accueilli, quelque chose en nous s'attache à elle avec une force qui dépasse toute rationalité, parce que ce n'est pas seulement elle que nous aimons, c'est la promesse de guérison qu'elle a incarnée. Partie X. Ce que Jung te demande de faire maintenant. Tout ce que nous avons exploré jusqu'ici, la projection, l'anima et l'animus, l'ombre, les complexes, le deuil nécessaire, le transfert, tout cela converge vers une seule question. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Parce que Jung n'était pas un penseur passif. Il croyait profondément que la connaissance de soi n'est pas une fin en soi. C'est un outil. Un outil pour vivre plus pleinement, plus authentiquement, plus librement. Alors voici ce que Jung t'inviterait à faire. Premièrement, arrête de te battre contre le souvenir. L'oubli forcé est une violence faite à soi-même. Plus tu combats une pensée, plus elle revient. C'est l'un des paradoxes fondamentaux de la psyché humaine. Jung préconisait non pas l'évitement, mais l'intégration. Regarde le souvenir. Laisse-le être là. Pose-lui des questions. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il porte que tu n'as pas encore compris? Deuxièmement, récupère tes projections. Si cette personne incarnait en toi quelque chose que tu admires, une liberté, une passion, une créativité, une puissance, demande-toi, comment pourrais-je développer cela en moi? Ce n'est pas parce qu'elle est partie que ces qualités doivent disparaître de ta vie. Elles t'appartiennent, elles t'ont toujours appartenu. Tu as simplement eu besoin d'elles pour les voir. Et si cette personne incarnait quelque chose de plus sombre, une douleur familière, une attirance destructrice, demande-toi, quelle blessure en moi cette relation a-t-elle activée? Quelle croyance ancienne sur moi-même ou sur l'amour est-elle venue confirmer ou défier? Troisièmement, dialogue avec ta figure intérieure. Jung pratiquait ce qu'il appelait l'imagination active, une technique par laquelle on entre en dialogue conscient avec des figures de l'inconscient. Dans ton cas, tu peux essayer ceci. Imagine cette personne devant toi, non pas pour la retrouver, non pas pour renouer, mais pour lui parler et lui demander ce qu'elle représente. Laisse venir les réponses. Elles seront peut-être surprenantes. Elles seront les tiennes. Quatrièmement, honore le deuil. Donne-toi la permission de pleurer ce que tu as perdu. Pas seulement la personne, mais la version de toi qui existait avec elle. Le futur imaginaire que tu avais commencé à construire. L'espoir, la connexion, l'assentiment d'être compris. Tout cela mérite d'être pleuré. Et ces larmes ne sont pas une faiblesse. Elles sont la marque de quelque chose qui comptait vraiment. Cinquièmement, cherche le sens, pas la clôture. Notre culture nous parle beaucoup de closure, ce moment supposé où on ferme le chapitre, où on passe à autre chose, où on est enfin guéri. Mais Jung aurait été sceptique face à cette idée. Certaines expériences ne se ferment pas, elles s'intègrent. Elles deviennent une partie de ce que tu es, de ce que tu as vécu, de ce qui t'a formé. Et c'est très bien ainsi. La question n'est pas « quand vais-je oublier ?» La question est « qu'est-ce que je peux apprendre de ce que je vis ?»
Et qui puis-je devenir grâce à cela? Partie 11. La beauté cachée des amours impossibles à oublier. Il y a quelque chose que personne ne t'a peut-être jamais dit. Les amours impossibles à oublier ne sont pas des accidents malheureux. Ce ne sont pas des erreurs du destin. Ce ne sont pas des preuves que tu es trop sensible, trop attaché, trop incapable de tourner la page. Ce sont des révélateurs, ces relations, qui nous ont ouverts et brûlés en même temps, qui nous ont donné le goût de quelque chose d'immense, puis nous ont laissés dans le manque. Ces relations sont celles qui nous ont le plus changés, qui nous ont rendus plus profonds, qui ont fracturé la surface tranquille de qui nous pensions être pour laisser monter quelque chose de plus vrai, de plus complexe, de plus vivant. Carl Jung croyait que l'âme cherche toujours à croître, et que la croissance passe rarement par le confort. Elle passe par la friction, par la perte, par la rencontre avec sa propre profondeur. Cette personne que tu n'arrives pas à oublier, elle t'a rendu service d'une façon que ni toi ni elle ne compreniez peut-être sur le moment. Elle t'a montré ce que tu désires le plus profondément. Elle t'a révélé ce que tu portes en toi et n'avais pas encore reconnu. Elle a déverrouillé une porte intérieure et même si elle est partie, la porte, elle, reste ouverte. Et ce qui est derrière cette porte t'appartient. Partie 12. De l'attachement à la liberté. Le paradoxe jungien. Il y a un paradoxe au cœur de toute la pensée de Jung. C'est en allant vers la douleur, non pas en la fuyant, qu'on trouve la liberté. Ce n'est pas en oubliant cette personne que tu te libères d'elle. C'est en comprenant ce qu'elle représente. C'est en intégrant ce qu'elle a révélé. C'est en faisant le travail intérieur que sa présence, puis son absence, t'a invité à faire. Et là, quelque chose d'étrange se produit. Pas l'oubli, quelque chose de bien plus précieux. La transformation de la douleur en compréhension. La transformation de l'attachement en gratitude. La transformation du manque en connaissance de soi. Tu ne vas peut-être jamais vraiment oublier cette personne, et c'est peut-être très bien ainsi. Parce que quand tu auras fait ce travail, quand tu auras récupéré tes projections, intégré ton ombre, traversé ton deuil, compris tes complexes, quelque chose changera dans la façon dont tu portes ce souvenir. Il ne sera plus une douleur ouverte. Il deviendra une partie de ton histoire, une partie de qui tu es, une partie de ce qui te rend capable d'aimer avec plus de conscience, plus de profondeur, plus de liberté. Jung écrivait « La rencontre avec soi-même est l'une des expériences les plus désagréables auxquelles on puisse se soustraire. Mais, il ajoutait aussi, ce que tu n'affrontes pas te gouverne, et le chemin vers la liberté, la vraie liberté, pas celle de l'oubli, mais celle de la compréhension, passe par là. » Partie 13. Un mot sur la guérison. Il faut parler de guérison, pas comme une destination, pas comme un état final qu'on atteint et dans lequel on s'installe pour toujours, mais comme un processus, un mouvement, une direction. La guérison jungienne ne ressemble pas à ce que l'on nous vend. Elle n'est pas rapide, elle n'est pas linéaire, elle n'efface pas ce qui a eu lieu, elle ne te rend pas indifférent à ce qui t'a blessé. La guérison jungienne, c'est devenir capable de porter sa propre histoire sans en être écrasé. C'est regarder ses blessures sans en avoir honte. C'est reconnaître ses répétitions sans se condamner. C'est apprendre à se connaître vraiment et à s'accepter dans toute sa complexité. Et quelque chose d'extraordinaire se produit alors. Les personnes qui nous hantaient commencent à perdre leur emprise. Non pas parce qu'on les oublie, mais parce qu'on n'a plus besoin d'elles pour accéder à ce qu'elles représentaient. On a appris à le trouver en soi-même. C'est ça, l'individuation. C'est devenir suffisamment entier pour que l'autre ne soit plus une nécessité, mais un choix. Un choix fait en liberté, en conscience, en plénitude. Et c'est là que les relations changent de nature. Ce ne sont plus des tentatives de se compléter. Ce sont des rencontres entre deux êtres suffisamment entiers pour s'offrir mutuellement quelque chose de réel, sans s'y perdre, sans s'y noyer, sans en faire une question de survie psychique.
Alors pourquoi ne peux-tu pas oublier cette personne? Parce que tu n'es pas censé l'oublier. Pas encore. Pas comme ça. Tu es censé la comprendre. Comprendre ce qu'elle porte en toi. Comprendre ce qu'elle a révélé. Comprendre ce que la douleur de sa perte t'a appris et continue de t'apprendre. Carl Jung nous a laissé une cartographie de l'âme humaine d'une profondeur et d'une beauté rares. Et au cœur de toute cette cartographie, il y a une conviction fondamentale. Chaque expérience humaine, même la plus douloureuse, même la plus incompréhensible, contient une invitation à la croissance. Une invitation à devenir plus pleinement soi-même. Cette personne que tu n'arrives pas à oublier, elle est peut-être la messagère la plus puissante que ton âme t'ait jamais envoyée. Non pas pour te faire souffrir, mais pour te réveiller. La question que Jung poserait n'est pas « Quand vais-je oublier ?» La question est « Qu'est-ce que je refuse encore de voir en moi-même ?» Et quand tu commenceras à répondre honnêtement à cette question, quand tu commenceras à regarder les parties de toi que cette relation a révélées avec courage, avec douceur, avec curiosité, quelque chose se transformera. Pas l'oubli, quelque chose de mieux. La liberté. Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras ça le destin. Carl Gustav Jung.